Il y a plein d'étudiants qui viennent me voir en me disant qu'ils veulent faire plein de choses pour être prêts à être entrepreneurs. Et je leur dis toujours la même chose, c'est que la meilleure façon de se préparer à l'entrepreneuriat, c'est d'être entrepreneur. Comprenez quelque chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est rempli de règles qui sont hyper spécifiques. Et la probabilité que vous arriviez à faire quelque chose dans votre vie qui vous prépare à ça est de zéro, parce que ça n'existe pas. Et c'est un peu comme si vous jouez au billard et que vous êtes mauvais. La probabilité de rentrer la bille avec une bande est faible, en fait. Déjà, il faut apprendre à rentrer la bille en direct. C'est un peu la même chose. Faire quelque chose en prévision d'un jour devenir entrepreneur. Ça ne veut pas dire que vous avez tous besoin d'être entrepreneur tout de suite. D'ailleurs, ça ne veut pas dire surtout que vous allez tous devenir entrepreneur. Je ne pense pas que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Mais je pense que le meilleur moyen pour savoir si on est fait pour ça ou pas, c'est d'essayer. Et l'autre chose, c'est que le fait d'essayer de devenir entrepreneur, à l'inverse, ça prépare à beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point il n'y a pas grand-chose qui peut vous préparer à être entrepreneur. Donc les gens me disent oui, alors c'est pas trop votre genre, mais d'habitude les étudiants me disent oui, je vais aller en audit ou en conseil, comme ça je vais apprendre plein de trucs. Et après, je vais devenir entrepreneur. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apprendre à travailler jusqu'à minuit tous les jours ? Pas grand-chose en fait, parce que le monde dans lequel on avait besoin d'aller en audit, c'était un monde dans lequel Google n'existait pas. Évidemment, avant l'apparition de Google, apprendre quelque chose, c'était très compliqué. Avoir du savoir, c'était un truc d'initié. Et donc, aller dans ces endroits-là, ça aidait à passer des étapes. Mais aujourd'hui, c'est relativement contre-productif. À l'inverse, être entrepreneur, ça prépare à plein de choses. Ça prépare à l'incertitude, ça prépare au stress, ça prépare à la dureté de la vie. Parce qu'on le veuille ou non, le monde est de moins en moins protégé. Si vous y réfléchissez un peu, vous êtes tous très jeunes ici, le monde dans lequel vos parents ont vécu est un monde qui n'existe plus, qui est un monde qui était fondé sur un malentendu assez amusant, qui était l'espèce d'alignement d'intérêts entre les grandes entreprises et la société. Si vous réfléchissez à pourquoi le modèle des grandes entreprises a été tellement successful au XXe siècle, c'est parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire le monde, et pour reconstruire le monde, il fallait parler à quelques sociétés. Et ces sociétés, elles avaient un avantage économique assez simple, c'est quand même qu'elles étaient en monopole, voire en quasi-monopole, elles pouvaient se permettre de payer les gens beaucoup plus que leur valeur. C'est pour ça qu'il y a toute une génération de gens qui ont une paye complètement décorrélée de leur valeur réelle. Parce que la valeur réelle s'exprime par la tension de marché. Et si vous êtes une entreprise et que vous gagnez beaucoup d'argent, vous en fichez de payer les gens à leur valeur réelle. Vous payer quelqu'un à sa valeur réelle devient très important le jour où la concurrence est réelle. Et d'un seul coup, le monde a changé pour deux raisons. La première raison, c'est que la barrière à l'entrée pour lancer un concurrent n'a jamais été aussi faible. Et tous les Xavier Niel du monde le prouvent. D'un seul coup, il y a des gens qui sont venus et qui ont dit « tu sais, toi, la façon dont tu fais ta boîte, j'aime pas beaucoup. Donc moi, je vais la faire et je vais venir en concurrence avec toi. » Donc la taille des marchés s'est divisée et les pricing se sont alignés. Aujourd'hui, prendre trop de marge à un client, c'est devenu très compliqué. Et si prendre trop de marge à un client, c'est compliqué, ça veut dire que ça impacte toute la chaîne de valeur et ça impacte en premier lieu les gens qui travaillent dans les entreprises. Parce que ces gens-là, maintenant, doivent prouver leur valeur pour rester. Et c'est pour ça que d'un seul coup, cette illusion du fait que travailler dans une grande entreprise est quelque chose de sûr a disparu. Aujourd'hui, travailler dans une grande entreprise, c'est comme faire n'importe quel travail, c'est risqué. Ça veut dire que si vous n'êtes pas à la hauteur, si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas capable d'être productif au niveau où l'entreprise l'exige, vous avez peu de chances d'y rester très longtemps. Alors, ça pose plein de questions de société. On est dans une transition. C'est des questions compliquées, mais il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique qui est votre situation à vous. Et donc, il y a un certain nombre de phrases qui étaient vraies dans la génération précédente qui ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, ma phrase préférée, c'est être entrepreneur, c'est prendre des risques. Phrase que j'adore, parce que je me demande de quoi les gens parlent. En fait, je vois inconsciemment de quoi les gens parlent. Ils parlent d'une époque où, quand vous étiez entrepreneur, vous mettiez votre maison en garantie, le rein de votre gosse et les cheveux de votre femme. Et donc, effectivement, il y avait un petit risque. Je veux dire, si ça se plantait, quand même, le gosse perdait un rein. Fallait... Bon, si vous aviez plusieurs gosses, ça va, mais quand même. Donc, vous voyez, c'était une époque où le risque personnel d'être entrepreneur était délirant. Aujourd'hui, le risque personnel d'être entrepreneur, au pire, vous avez perdu votre temps. L'autre point, c'est qu'avant, les faillites étaient très dommageables, pour plein de raisons. D'abord, légalement, faire faillite, c'était quelque chose de catastrophique.
En termes d'image, c'était bizarre, machin. Maintenant, vous faites faillite, vous faites la failcon. Par exemple, moi, l'une des choses de mon parcours que les gens retiennent le plus, c'est que je me suis planté avec ma précédente boîte. Ça fait partie de la légende, du storytelling, machin. C'est incroyable. Le monde est fascinant. Vous dites, le truc le plus loser que j'ai fait dans ma vie, c'est le truc que les gens retiennent le plus. Ah, je vous dis pas que j'en suis fier, hein, je préférerais avoir tout réussi, mais bon, quand bien même. C'est-à-dire que l'échec est plus mortel. Si l'échec est plus mortel, bah, il est où le risque personnel à prendre des risques? Par contre, à l'inverse, regardez votre situation si vous stagnez. Regardez votre situation si vous prenez pas de risques. Bah, vous risquez en fait d'être pris dans un monde qui lui est en déperdition. Parce que ce monde a de moins en moins à offrir, de moins en moins facile, c'est de plus en plus dur d'y faire carrière. Et donc vous avez tous cette espèce de double tension, où d'un côté vous n'avez jamais eu autant d'opportunités, et de l'autre vous êtes toujours face à vous-même, à vos craintes, à vos peurs. Alors vous êtes à 42, c'est un endroit où normalement on apprend à apprendre, on est autonome, etc. Enfin c'est tout ce qui est vendu dans le marketing, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Et vous êtes en plus à un endroit où vous apprenez à coder. Mais je pense qu'il y a deux écueils que moi je vois très souvent avec les gens qui viennent de 42, qui sont importants. La première chose, c'est l'écueil de l'identité. Vous n'êtes pas des geeks. Geek, c'est un choix. C'est un truc, vous pouvez vous self-définir comme geek, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si vous décidez d'être entrepreneur, votre identité doit être celle d'un entrepreneur. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent de 42 et qui me disent « Ouais, moi je suis super fort en code, mais le business, je m'en fous. » Ok, alors pourquoi tu fais une boîte? Va travailler comme ingénieur chez quelqu'un et laisse-le gérer ses emmerdes. Si vous êtes ingénieur, bah, c'est très bien, vous avez des problèmes d'ingénieur. Si vous êtes entrepreneur, vous avez des problèmes d'entrepreneur. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les identités, elles ne sont pas subies, elles sont acquises. Vous pouvez devenir ce qui vous voulez. Hein. Je veux dire, vous avez déjà vu une photo de Bill Gates dans les années 80? Regardez une photo de Bill Gates dans les années 80 et regardez une photo de Bill Gates aujourd'hui. C'est carrément de la transformation physique. Il y a un truc... et c'est pas que l'argent qui produit ça. C'est aussi le fait que Bill Gates a décidé de ne plus être Bill Gates. Il a décidé de devenir un philanthropiste qui sauve le monde. Bah, ça a un autre style et un autre look qu'un type qui code jusqu'à 4 heures du matin dans sa cave en assembleur. C'est pas la même ambiance. Et Dieu sait que les gens qui font de l'assembleur ont l'air sinistres. Blague à part. J'en vois un qui fait la gueule, je dis non, c'est vraiment une blague. Et donc, cette identité, vous devez comprendre qu'on est tous dans un théâtre, on est tous dans une représentation, et si vous avez envie d'être un entrepreneur, bah, la première chose, c'est que vous devez jouer à l'entrepreneur. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que à peu près toute votre méthode d'apprentissage par rapport au code, vous pouvez aujourd'hui l'appliquer à tous les domaines de l'esprit. Et ça, c'est un truc qui m'épate beaucoup chez les entrepreneurs qui viennent de 42, c'est qu'ils sont hyper autonomes en techno, ils sont capables de changer de langage, de changer de machin très facilement, et puis vous leur montez un truc de compta ou un truc juridique, et puis là, ils frisent totalement en disant « c'est pas mon truc ». Bah, en fait, si, c'est votre truc, c'est toujours un input, un état et un autre put. Hein. Vous pouvez voir le monde entier comme un programme informatique, si vous voulez. Les gens sont un programme, un peu compliqué, mais c'est un programme. Tout ça, c'est des variables. Il y a des choses... Et en plus, vous pouvez bâtir une boîte objet, une boîte fonctionnelle. Vous pouvez faire des tests unitaires ou pas. À peu près, il n'y a pas un concept de l'esprit que vous avez appris dans cette école que vous ne pouvez pas appliquer à la création d'une entreprise. Et en fait, le but du jeu, c'est de vous dire, si c'est ça votre zone de confort, eh ben restez-y, mais étendez-la. Vous savez, on dit toujours, il faut sortir de sa zone de confort. C'est une des phrases que j'aime le moins au monde. Elle est souvent dit par des gens qui n'ont absolument jamais sorti de leur zone de confort. Et c'est souvent des gens, ils sont super motivational speakers, très à l'aise sur ça, ils disent « You can do it ». Je dis « Mais ouais, tu ne comprends pas ce que moi je vis en introverti ». Mais en fait, non, il ne faut pas sortir de votre zone de confort, il faut élargir votre zone de confort. Et il n'y a pas de bonne porte d'entrée, et il n'y a pas de bonne porte de sortie. Il y a simplement être à la hauteur des challenges qui se présentent à vous, et simplement être à la hauteur et être capable de traiter les problèmes. Mais quel que soit l'angle par lequel vous traitez un problème, il y a toujours une solution qui se présente par cet angle.